Voilà, alors, rapidement, donc je me représente, donc Bruno Poiret, directeur du campus Paris ESCP Europe. Je suis très content d'accueillir Violette Lazare et puis Patrick Maisonneuve. Donc Violette Lazare qui travaille chez Libération, c'est ça, et puis Monsieur Maisonneuve qui est avocat pénaliste, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, donc bienvenue à ESCP Europe. Je suis, donc vous êtes dans une école où il y a effectivement 5 campus, donc très rapidement, vous êtes sur le campus parisien, le campus qui est le plus important des 5 campus, et on a 4 autres campus à Madrid, Berlin, Turin et Londres. C'est une école qui regroupe à peu près entre 3 et 4 000 étudiants, on a à peu près 3 600, 3 700, qui sont répartis sur l'ensemble des campus. Voilà, donc je n'en dirai pas plus parce que je crois que le public qui est ici connaît bien ESCP Europe. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée, une bonne conférence, et je vais passer la parole à Livio. Et puis malheureusement, je ne pourrai pas rester parmi vous, j'aurais beaucoup aimé, mais j'ai des urgences à régler rapidement. Voilà, Livio. Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence tribune organisée en partenariat avec le journal des grandes écoles des universités et du cabinet d'audit et de conseil EY. Merci Violette Lazare et merci à vous Patrick Maisonneuve d'avoir accepté notre invitation. Vous venez ce soir partager votre expérience des affaires judiciaires qui font les unes de la presse française et en particulier de l'affaire Big Malion. Après l'interview par Thomas et Laure de Tribune, nous donnerons la parole à la salle, mais il sera aussi possible de réagir pendant toute la conférence sur Twitter avec le hashtag #ConfBigMalion. Et la conférence sera également live tweetée. Avant cela, je vais laisser la parole à Théo qui a préparé un portrait de nos deux invités. Excellente soirée à tous. Alors, honneur aux dames. Violette Lazare, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes journaliste chez Libération. Vous êtes également l'auteur d'un livre intitulé Big Magouille, UMP, où va l'argent? Le voici. Vous avez dans la salle, donc vous pouvez disposer du bouquin. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez l'acheter à la fin de la conférence. Alors, dans ce livre, vous tentez de révéler l'existence de dérives de campagne du candidat Nicolas Sarkozy en 2012. Vous dénoncez donc les sous-facturations dans l'entreprise Big Malion. Tout cela donc, ces sous-facturations étaient dans le but de respecter le budget autorisé des campagnes présidentielles. Et donc pour vous, ce n'est pas 22,5 millions qui ont été dépensés en 2012 par Nicolas Sarkozy, mais bien 40 millions. Alors où sont passés le reste? Donc nous tenterons de voir cela ce soir. Ce livre a provoqué un véritable scandale et vous a permis de faire le tour des plateaux télévisés, notamment celui du Petit Journal, dans lequel vous expliquez tout avec des détails assez croustillants sur donc le contenu des débats. Et vous donnez, donc, comme je le disais, plein de détails. Ça va du buffet aux truffes, en passant par les toilettes luxueuses et la tapisserie bleu roi pour chaque fauteuil lors des débats. Mais si l'on a beaucoup parlé de l'UMP, qu'en est-il de Big Malion? Dans quelle mesure cette entreprise est responsable? Peut-être pourrions-nous poser toutes ces interrogations à Maître Maisonneuve, que nous avons l'honneur d'accueillir ici ce soir. Alors, Maître Maisonneuve, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes né en 1955 à Aurillac et êtes l'un des avocats pénalistes les plus renommés. Fils d'agriculteur, vous appartenez à la nouvelle génération d'avocats pénalistes appelée Club des 7, avec notamment Olivier Metzner. Et vous êtes spécialisé dans les affaires pénales très médiatiques impliquant de grandes multinationales. Vous êtes, selon le classement GQ, le 6e avocat le plus puissant de France. Vous avez donc été impliqué dans de nombreuses grosses affaires. Vous avez notamment défendu le juge d'instruction dans l'affaire Outreau. Vous avez défendu Yvan Colonna et également Karim Achoui. Et les scandales politico-financiers, ça vous connaissez bien. Car en effet, encarté au PS, vous avez notamment défendu Henri Emmanuelli dans l'affaire Urba, affaire de corruption d'attribution de marchés publics qui permettait le financement du PS. Vous avez également été le conseil de Pierre Bérégovoy en 1993, peu avant sa mort. Et vous avez également été l'avocat dans l'affaire de la Cogedim, affaire de fausses factures. Alors, fausses factures, parlons-en. Car vous êtes également actuellement l'avocat de l'entreprise Big Malion, dans cette affaire dite Big Malion. Et vous avez provoqué le buzz en juillet dernier
en annonçant qu'on ne devrait pas parler d'affaire Big Malion, mais plutôt d'affaire du candidat Nicolas Sarkozy. C'est donc l'affaire Big Malion qui nous réunit ici ce soir. On aimerait évidemment revenir sur cette affaire, avoir vos avis personnels, que vous nous expliquiez un petit peu vos rôles respectifs dans cette affaire, mais plus généralement, vous exercez tous deux métiers très différents, mais qui restent rythmés par l'actualité politique et par la gestion d'affaires sensibles. Donc on aimerait en savoir davantage sur la manière avec laquelle vous gérez de telles affaires. Voilà, je vais laisser la parole aux deux intervenants, Laure et Thomas. Merci. Alors, avant de débuter ce débat, Madame Lazare, pourriez-vous rappeler en quoi consiste l'affaire Big Malion ? Oui, alors elle a déjà... On entend là, c'est bon, ça marche ? Ouais, ça marche. Elle a déjà été résumée assez brièvement. Moi, j'aime bien la résumer en fait en général en 3-4 chiffres, ça permet d'y voir un peu plus clair. Donc, comme il a été rappelé tout à l'heure, un candidat qui arrive au second tour d'une élection présidentielle, il n'a pas le droit de dépenser plus de 22,5 millions d'euros, c'est un plafond. S'il dépasse ce plafond, il n'est pas remboursé de 50% de ses frais, qui sont remboursés par l'État. Et l'affaire Big Malion, c'est quoi ? Alors, pour l'instant, je ne vais pas mettre des présumés sur tout ce que je dis, mais il y a quand même des présumés, parce qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours, et on ne sait pas tout pour le moment. Mais en tout cas, moi, ma thèse, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais le résultat de mon enquête montre que cette campagne, elle aurait en fait coûté 40 millions d'euros, et qu'il y a 18 millions d'euros qui ont été cachés, et qui ont été payés par l'UMP à la société Big Malion via des fausses factures, pour masquer, en réalité, les dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy. Voilà, donc ça s'appelle l'affaire Big Malion, et c'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance à faire pencher la balance dans l'autre sens, donc c'est plus une affaire qui concerne l'UMP plus que la société Big Malion. La société Big Malion s'est enrichie, mais après tout c'est une société à but lucratif, enfin, je veux dire, c'est pas une association caritative, la société Big Malion, donc elle était là pour se faire de l'argent, donc finalement voilà, c'est plus l'affaire de l'UMP que l'affaire Big Malion en tant que telle. Alors, pourquoi avoir donné le nom Big Malion plutôt que l'affaire Sarkozy ou l'affaire... Non, elle a écrit Big Magouille. Oui. Oui, c'est pour le livre, c'est un jeu de mots évidemment. Bon, voilà, il y a quand même au cœur de l'affaire, il y a quand même la société Big Malion, et qui est quand même intéressante. Elle était dirigée par deux anciens très proches de Jean-François Copé, donc les liens avec l'UMP sont pas quand même complètement clairs, évidemment, il ne faut pas être complètement crédule là-dessus. Mais c'est aussi pour ça que le sous-titre du livre, c'est UMP, où est l'argent ? C'est vraiment l'UMP qui a versé cet argent. Mais quand même, au cours de l'histoire politique, il y a eu de nombreux doutes sur le financement de campagnes politiques, sur le financement de partis politiques également. Mais donc, pourquoi est-ce que c'est l'affaire Big Malion qui a un tel impact médiatique aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que d'autres affaires auparavant n'ont pas eu de tels impacts ? C'est à moi que vous posez la question, oui. Alors, tout d'abord, il y a eu des impacts médiatiques sur des affaires qui sont bien sûr beaucoup plus anciennes. Vous n'étiez peut-être pas de ce monde d'ailleurs, mais il y avait un vrai impact médiatique. Vous savez, lorsqu'il y a eu dans la fin des années 80, début des années 90, ce qu'on appelait l'affaire Urba, qui était le financement du Parti Socialiste, et moi je serais amené à intervenir dans cette affaire d'ailleurs, et je défendrai Henri Emmanuelli, qui était poursuivi en qualité de trésorier du Parti Socialiste. Si vous allez dans les archives de l'époque, dans les archives médias de l'époque, vous verrez qu'il y avait un impact considérable, aussi important que ce que nous avons connu dans l'affaire Big Malion. Il faut bien comprendre une chose, c'est que à partir de la fin des années 80, il y a des juges qui ont commencé effectivement à s'estimer véritablement indépendants, et ils ont objectivement été associés avec ce qu'on a appelé le journalisme d'investigation. Jusque dans ces périodes-là, il y avait ce qu'on appelait des journalistes qui commentaient les audiences. On appelait ça les chroniqueurs judiciaires. Ils assistaient aux audiences et ils faisaient un compte-rendu de l'audience. Dans ces années-là, s'est développé des journalistes qui font des enquêtes, qui font de l'investigation, et qui font de l'investigation dans des endroits où il était très difficile pour les enquêteurs d'enquêter, c'est-à-dire notamment au cœur du pouvoir,
politique ou au cœur du pouvoir économique. Donc ça s'est énormément développé depuis maintenant plus de 20 ans, et les journalistes comme Madame Lazare sont très, très présents sur le terrain politico-judiciaire ou économico-judiciaire. J'ai répondu à votre question, pas ? Oui, bon. Alors justement, on va y revenir à cette façon dont les journalistes enquêtent aujourd'hui, car Madame Lazare, vous êtes très bien placée pour nous en dire plus. Mais à mon avis, il y a un problème, c'est parce que le sujet que nous traitons est assez sensible, et on peut avoir de conséquences. Vous avez des systèmes de sonorisation qui ont dû être mis en place par certains services, et ça a dû lâcher, je pense. Bon, bah, on va essayer de pas trop en dire, alors. Bon, alors, juste, monsieur Maisonneuve, vous aussi, vous préférez parler de l'affaire du candidat Nicolas Sarkozy. Pourquoi Ah, mais je l'ai déjà dit, parce que, bon, c'est vrai que dans cette affaire, les dirigeants de Big Malion, qui étaient au printemps de cette année, accusés notamment par voie de presse et par un hebdomadaire, d'avoir fait de la surfacturation. Et on laissait entendre que c'était de la surfacturation au bénéfice de M. Copé, c'était ce que disait l'article de presse, parce qu'il s'agissait d'anciens proches de M. Copé. Et face à ces accusations, les dirigeants de Big Malion ont décidé de dire ce qui est leur vérité, mais qui est quand même corroboré par des éléments quand même assez objectifs. Il y a une information judiciaire qui est actuellement en cours, donc laissons cette information judiciaire se développer. Mais toujours est-il que face à une enquête qui était c'est un peu inerte dans cette période-là, il n'y a pas encore de juge d'instruction, et face à ces accusations qui se trompaient finalement, avec une erreur absolument fondamentale, nous avons décidé, et ça je pourrais vous en dire un mot, eh bien de dire publiquement les choses. Ce qui est une situation assez atypique parce que généralement l'avocat va plutôt réagir à des accusations qui sont portées sur la place publique par soit des adversaires, soit par une mise en cause d'une enquête, d'une information judiciaire. Et nous avons décidé, je ne sais pas si c'était la première fois d'ailleurs, mais d'anticiper et un petit peu de bloquer un peu les choses en disant ce qui s'était réellement passé et en le faisant sous une forme de conférence de presse que j'assume totalement aujourd'hui, car le président de Big Malion et le président de la filiale que j'assistais à ce moment-là, eux préféraient réserver leurs explications aux enquêteurs, mais m'avaient demandé expressément de m'exprimer publiquement, parce qu'il y avait aussi un timing politique, parce qu'on commençait à dire qu'il y avait un abus de confiance et que finalement c'est Big Malion qui aurait piqué l'argent, les voleurs c'était eux, donc on a décidé par mon intermédiaire, par ma voix, de s'exprimer publiquement, en France entière, et de dire ce qui s'était réellement passé, et ce que je persiste à dire, et que je signe encore aujourd'hui, à savoir qu'il s'agissait de dissimuler la réalité du financement de la campagne d'un candidat à la présidentielle à ce moment-là. Bon, maintenant, il appartient au juge d'instruction de déterminer les responsabilités individuelles. Vous comprendrez que sur ce terrain-là, personnellement, je ne me prononcerai pas. Ce que je dis simplement, c'est que du côté de Big Malion, ils ont assumé publiquement et ils ont assumé judiciairement, en disant, y compris au juge, ce qui s'était réellement passé. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je pense que c'est important parce que dans ce genre d'affaires, donc moi je travaille sur toutes ces affaires qu'on appelle politico-judiciaires, que ce soit sur des campagnes électorales, que ce soit sur les hommes politiques qui ont mis la main dans le pot de confiture, comme on dit. Je travaille sur ces affaires-là depuis, je sais pas, ça fait 6 ans à peu près, et c'est la première fois, dans l'affaire Big Malion, en fait, c'est la première fois que des mises en cause... Ah oui, je veux vraiment pas que je parle là. Moi, ça m'arrive pas. Je suis curieux, hein. C'est bizarre. Oui, donc je disais, c'est la première fois que des mises en cause vont avouer quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est faux, usage de faux, complicité d'escroquerie. En fait, donc là, dans ce cadre-là, les dirigeants de la société Big Malion ont avoué avoir fait des fausses factures.
avant même, j'allais dire, qu'on les mette en examen. C'est-à-dire qu'ils ont précédé la justice et il y avait... Avant même d'être entendu par la police. Avant même d'être entendu par la police, oui. Et presque, il y avait un désir, venez perquisitionner chez nous, vous allez voir ce que vous allez trouver. Oui, on a fait une connerie, pour parler vulgairement, on a fait des fausses factures, mais on n'a pas mis de l'argent de côté, on n'a pas fait partir de l'argent en Suisse et ça n'a pas servi à financer la campagne de Copé. Ça a simplement, entre guillemets, servi à financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Et l'argent n'est pas sale, c'est pas de l'argent qui a été versé, c'est pas des dessous de table, c'est pas des pots de vin. Donc ils ont en fait avoué pour minimiser ce qu'on leur reprochait. Et ça, c'est une situation qui est totalement inédite, qu'on n'a jamais vue dans aucune affaire, je crois même avant que je travaille. Enfin, même, Non. Voilà, ça s'est jamais vu. Alors justement, si on se souvient un peu de cette conférence de presse où vous révélez de ce qui va devenir le scandale Big Malion, vous parlez vous parlez d'un chantage économique qu'aurait fait l'UMP à Big Malion, qui a contraint la société à ces fausses factures. Alors, deux choses. D'abord, pourquoi parler, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Il faut voir aussi que les enquêtes judiciaires ou les enquêtes de police dans ce pays, et depuis de nombreuses années, il n'y a plus de secret de l'enquête, du secret de l'instruction. À partir du moment où l'enquête s'enclenche, il y a des publications, des commentaires qui sont faits dans la presse. Ce qui fait que, de mon point de vue d'avocat, mais tous les avocats ne partagent pas cette posture-là, j'estime que dans l'exercice des droits de la défense, je me réserve, dans l'éventualité où il y a une mise en cause de celui que je défends, ou qu'il y a un risque de mise en cause que je défends sur le terrain public, j'estime qu'il rentre dans l'exercice des droits de la défense le fait de m'exprimer publiquement, et pas seulement devant les juges. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu cette prise en charge à la demande de l'UMP de la campagne, enfin des frais de campagne du candidat à la présidentielle, parce que, comme Violette Lazare vous l'a rappelé tout à l'heure, il y avait un plafond, et ce plafond allait exploser, puisqu'il a explosé de 100% d'ailleurs. Et donc, il y a un système, une machine à gaz qui a été mise en place, qui a été de dire à Big Malion, il y a deux solutions. Soit vous acceptez de faire des factures, des fausses factures, et c'est donc l'UMP qui pourra vous payer, soit vous ne serez pas payé. Et il faut bien voir que la société Big Malion, elle fonctionnait, je le mets à l'imparfait parce qu'aujourd'hui elle est en liquidation, eh bien elle fonctionnait avec un système de sous-traitants. C'est-à-dire qu'en fait Big Malion organise, mais elle a des sous-traitants, ceux qui font les chapiteaux, ceux qui font la sono, la vidéo, tout ce que vous voulez, les traiteurs, et donc Big Malion paie les sous-traitants. Ce qui fait que s'ils n'étaient pas payés à ce moment-là, c'est pas seulement Big Malion qui aurait déposé le bilan, mais également les sous-traitants auraient connu également de très graves difficultés. Donc ils ont accepté le deal qui leur a été proposé. C'est une façon soit commettre une infraction, soit se suicider. Voilà le choix qu'ils avaient à ce moment-là. Mais finalement, donc, ces fausses factures, elles ont été payées par l'UMP. Oui. Vous l'avez sous-entendu. Non, je ne l'ai pas sous-entendu, je l'ai dit. Et donc, est-ce que les militants ont également contribué à payer ces fausses factures ? Par définition, puisque après il s'agit des fonds de l'UMP. L'UMP, comme tous les partis politiques, a un financement public en fonction de nombre d'élus, etc. Et il a aussi un financement par les cotisations des adhérents. Donc il est clair que les adhérents de l'UMP ont contribué à leur corps défendant, bien évidemment. Ils n'ont pas été mis dans la confidence, vous pouvez l'imaginer, de participer à ce dépassement des frais de campagne. La question aujourd'hui qui peut se poser, est-ce que 21 millions, je crois que c'est 21 millions le maximum, est-ce que c'est suffisant ou pas ? C'est vrai que ce qui s'est passé, si vous préférez, c'est qu'au départ, le candidat à la présidentielle, M. Sarkozy, ils avaient prévu de faire entre 5 et 7 meetings, et puis finalement, ils vont décider d'en faire 43, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix, et d'ailleurs, lorsque vous organisez des meetings, un toutes les 48 heures, vous négociez plus rien avec les sous-traitants. Vous pouvez plus négocier de rabais lorsqu'il faut envoyer des camions à l'autre bout de la France, avec des chapiteaux, etc. Vous payez tout ça au prix fort. Et puis, c'est pas vrai qu'il le dit, ça a été écrit par un journaliste, M. Duhamel, d'ailleurs c'est un livre que je vous invite à lire sur les anciens présidents, sur les présidents de la République. M. Duhamel est
un journaliste politique connu, et qui a fait ce livre sur les présidents de la République, qui est un très bon bouquin. Et dans son livre, il va utiliser l'expression campagne hollywoodienne. Voilà l'ampleur, effectivement, du spectacle, donc le coût, parce que ça a un coût. Si vous prenez les meilleurs en matière de vidéos, de films, je vais vous donner un exemple. Ce ne sont pas les chaînes de télévision qui sont dans le meeting et qui filment. C'est une production privée, avec un réalisateur privé, qui filme effectivement la mise en scène, le candidat, et qui va communiquer ces images aux télévisions, et notamment aux chaînes info, et aux chaînes nationales, à TF1, etc. Et donc ce qui fait que ça a un coût. Si vous avez votre propre équipe de réalisateurs, de techniciens, et vous produisez effectivement, ça a un coût. C'est pas comme si vous laissez rentrer les caméras dans la salle et qu'elles filment avec leur propre financement, par exemple. Mais Violette Lazare, dans son livre, donne beaucoup d'autres exemples. Oui, on a bien compris que la campagne, la campagne de 2012 s'emballe à un rythme qu'il n'avait pas anticipé, que Nicolas Sarkozy reste dans sa tour d'ivoire, que personne n'ose le déranger, et que... Mais il n'y a pas simplement de l'emballement. Parce qu'un emballement simple, ça ne coûte pas 18 millions d'euros de plus que le plafond. Ce qu'on voit aussi, et moi c'est en ça c'est là-dessus qu'a porté une grande partie de mon enquête. Comment on dépense 40 millions en 2 mois et demi pour organiser une campagne? Ça paraît complètement dingue. Ça paraît même complètement incroyable. Mais quand on va voir dans les détails de chaque meeting, par exemple, moi j'ai pris 2-3 meetings et je les ai complètement détaillés, poste par poste. Donc, bon, par exemple, je sais pas, on voit ici qu'on est dans une salle, dans un amphi, on part pas ça à un meeting de Sarkozy, mais on regarde à peu près qu'est-ce qu'on dépense. Il y a les loges, par exemple, du président de la République. Parce que Nicolas Sarkozy, quand il est en campagne en 2012, il ne se comporte pas comme un candidat, il se comporte comme un président de la République. Il veut exactement le même niveau de prestations qu'il a qu'à l'Élysée. Donc il y a ces loges qui sont construites, par exemple, totalement ex nihilo, en plein milieu d'un terrain vague, et là il fait poser cette fameuse moquette bleue là, dont on parlait au début, sur tous les murs. L'appartement, c'est des petits appartements comme ça qui sont créés, ils sont complètement insonorisés. Par exemple, je crois que c'est au meeting de Villepinte, il se fait construire un petit appartement comme ça, même pas dans les loges qui existent, il fait construire des loges encore à côté, qui sont totalement insonorisées, et quand il est en train de répéter son discours avant d'entrer sur scène, il demande à un de ses collaborateurs d'éteindre la télé, parce que le bruit de la télé le dérange. Et en fait, il est à 10 mètres de la salle de Villepinte, où il y a 10 000 militants qui scandent son nom, et il ne l'entend pas. En fait, c'est le bruit de la télé qui le dérange, et non pas les militants. Ça montre le niveau de sophistication des prestations qui ont eu lieu pendant cette campagne. Et ça se multiplie comme ça à l'infini. Alors, il y a le fameux buffet à la truffe. Alors ça évidemment, ça a plu à tout le monde parce qu'on imagine l'odeur des truffes qui étaient dans les gradins. Mais il y a aussi toutes les barrières qui sont dans les salles et qui sont recouvertes, encore une fois, de moquettes, parce que sinon, sur les images qui étaient rediffusées ensuite sur les chaînes d'infos continues, les barrières au milieu de la foule, ça donnait un effet clivant. Donc ils ne voulaient pas donner un effet clivant, donc ils les recouvraient de moquettes. C'est comme s'il y avait une caméra là au plafond et qui balayait la foule entière d'en haut. Ça donne une impression en fait de force. Et ces caméras, elles ont été louées à chaque meeting. Alors que par exemple dans le clan Hollande, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'affaires du côté du PS, évidemment qu'il y a des affaires aussi du côté du PS, mais là en l'occurrence en 2012, dans le clan Hollande, cette caméra qui coûte plus de 10 000 euros pour chaque meeting, elle a été louée 3 ou 4 fois. Et dans le camp Sarkozy, elle a été louée une quarantaine de fois. Voilà. C'est des exemples très concrets qui montrent comment on peut arriver à des sommes qui paraissent complètement exorbitantes et impossibles à atteindre. Alors, afin de comprendre un peu mieux votre implication dans cette affaire, on va vous poser quelques questions peut-être un petit peu plus personnelles. Ça, on répondra si on veut. Donc, tout d'abord, avec vous, Madame Lazare, quelle a été votre motivation à révéler cette affaire ? Alors en fait, c'est pas réel. J'ai pas réellement de motivation sur une affaire. Moi, mon travail, comme je vous l'ai dit, je travaille sur toutes les affaires politico-judiciaires. Donc, je travaille sur des affaires comme Karachi, comme Bettencourt, comme Jean-Noël Guérini, par exemple, les affaires de Guérini à Marseille.
j'ai travaillé aussi sur l'affaire du Carlton. Alors c'était un petit peu moins financier, un petit peu plus, je ne sais pas comment la qualifier cette affaire, elle est un petit peu spéciale. Donc moi c'est mes sujets. Voilà, je travaille sur tous les potentiels écarts financiers que peuvent faire nos élus. Il y en a eu pas mal ces derniers temps. Donc quand il y a eu les premiers papiers sur l'affaire Big Malion qui sont sortis dans Le Point, donc c'est eux qui ont commencé à enquêter sur l'affaire Big Malion, c'était en février dernier. Évidemment, j'ai regardé ça, je me suis dit, bon, allons gratter de ce côté-là, je pense qu'il y a potentiellement des choses à trouver, en sachant que la direction sur laquelle Le Point était parti au départ, c'est pas du tout celle où je suis aujourd'hui. Donc c'est ça qui est aussi assez drôle, c'est qu'on a travaillé exactement sur la même matière et on a deux thèses qui sont complètement opposées. Voilà, et puis je suis tombée par hasard. Évidemment, moi en tant que journaliste, vous le savez sûrement, j'ai le secret des sources, donc évidemment je ne révèle pas comment j'ai mes informations sur les fausses factures de l'UMP et de fil en aiguille, ça m'a amené à publier cette enquête. Mais je ne sais pas si derrière cette question il y avait le fait que je travaille à Libération et que donc, voilà, oui, j'enquête forcément sur la droite, pas du tout. Pas du tout. J'allais même dire au contraire. Finalement, moi, en tant que journaliste d'investigation à Libé, je travaille presque, j'allais dire, prioritairement sur la gauche, parce que évidemment, quand on sort des affaires sur la droite, la première réaction des gens, c'est de dire ah bah oui, forcément, c'est dans Libé, donc c'est faux. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le cadre de l'affaire Big Malion, quand mon article est paru, le premier article est paru le 15 mai sur les fausses factures, quand j'ai révélé les fausses factures, la première réponse des politiques, c'était de dire bah oui, c'est Libé, donc forcément c'est contre nous. En plus, on est en pleine période d'élection, parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'est les élections européennes, on est 10 jours avant les élections européennes, et donc tout le monde dit cette affaire, de toute façon, c'est rien du tout, c'est un coup monté politique pour nous atteindre en pleine élection. Donc on voit que c'était pas le cas. Et, est-ce que vous aviez conscience que les révélations que vous alliez faire allaient bouleverser tout le paysage politique français ? Non, pas du tout. Et je pense que c'est bien. Enfin, moi, je travaille pas pour ça, encore une fois. Moi, j'ai pas de... Enfin, mon travail, il n'est pas politique et je suis pas là pour favoriser quelqu'un, déstabiliser, favoriser. Moi, je travaille avec des faits. Là, d'ailleurs, j'avais du matériel objectif, des factures. C'était pas des rumeurs. Il n'y avait aucune tentative de déstabilisation de quoi que ce soit. Donc moi, j'avais ce matériel. J'ai essayé de le comprendre. J'ai essayé de faire mon enquête de la façon la plus objective possible. Enfin, de toute façon, j'avais des éléments, donc je ne pouvais pas les interpréter n'importe comment. Et après, j'allais dire, advienne que pourra. Moi, mon but, c'est pas de faire sauter quelqu'un, c'est de révéler des choses qui n'ont pas été révélées. Et qu'est-ce que je voulais rajouter quelque chose, mais je sais plus. Je sais plus. C'est pas grave. Alors, une dernière question sur la gestion personnelle de ce type de dossier. Vous vous doutez bien que c'est un dossier très, très médiatique quand vous enquêtez dessus. Est-ce qu'on voit sa vie changer tout au long de l'enquête et est-ce qu'on a des pressions quand on travaille sur ce type de dossier ? Non, alors ma vie n'a pas changé. On me reconnaît pas dans la rue, tout ça, c'est pas parce que je suis passée à la télé. Donc non, de ce point de vue-là, non. Après, des pressions, oui, on en a des pressions. Mais j'allais dire, de toute façon, quand on travaille sur ce genre d'affaires, moi je travaille sur ces affaires depuis, je vous dis, 5-6 ans, on est un petit peu habitué à en avoir. Donc, alors quand on travaille sur ce genre d'affaires, quand on est au cœur de ce dossier, quand il éclate, on fait encore plus attention que d'habitude. On parle pas au téléphone, on donne rendez-vous dans des lieux un peu... Enfin, on essaye de pas on essaye de faire attention aux lieux où on voit ces potentielles sources. Et après, il y a des tentatives d'intimidation. Mais moi, de mon côté, elles sont jamais allées très loin. Enfin, j'ai jamais eu peur. Un mot juste peut-être sur vos sources, alors juste sans les citer, mais la majorité venait de l'UMP ? Non mais comme je vous l'ai dit, ces factures, je les ai eues un petit peu, voilà, par magie, c'est ma formule préférée. Par chance. Voilà, la chance. Bon, peut-être que Maître Maisonneuve nous en dira plus. Non mais le secret des sources, il est inscrit dans la loi, donc c'est heureusement d'ailleurs qu'il existe.
parce que c'est la seule solution pour que les journalistes puissent avancer dans leurs investigations, parce que s'il n'y avait pas le secret des sources, et s'ils étaient tenus de révéler l'identité de leurs sources, ben, il n'y aurait plus de sources. Et il n'y aurait plus de sources, donc il n'y aurait plus d'articles, donc il n'y aurait plus de livres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai une problématique qui est différente, parce qu'on ne fait pas du tout le même métier. Personnellement, moi, je suis avocat de la défense. D'abord, je ne défends pas en fonction de la couleur politique. Moi, les gens de Big Malion, je ne les connaissais pas avant. Je les ai connus parce que le journal Le Point, les ayant traités de voleurs, ils m'ont demandé de bien vouloir déposer une plainte contre Le Point. Ce n'est qu'après qu'ils m'expliqueront ce qui s'est réellement passé. J'ai défendu, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il y a des années, plutôt des gens proches du Parti Socialiste ou des responsables du Parti Socialiste, mais j'ai défendu aussi les nationalistes corses, j'ai défendu le juge, j'ai défendu l'ancien patron du renseignement intérieur, j'ai même défendu des scientologues. Enfin, je suis prêt à tout, quoi, hein, de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Mais donc, c'est pas en fonction d'une sensibilité. Ma seule limite, en fait, c'est sur la stratégie de défense. Donc, il y a un accord sur comment on va faire, comment on va défendre. Et moi, ce qui m'importe, finalement, c'est au-delà de pas tellement la vérité, c'est de faire en sorte que le processus judiciaire se passe de façon la plus contradictoire et la plus équilibrée pour arriver à une vérité qui sera une vérité judiciaire, qui n'est pas, loin de là, obligatoirement la vérité historique. Hein, ce sera la vérité judiciaire. Donc le thème de la vérité, c'est quelque chose qui est très, très relatif en ce qui me concerne. Là, on s'est retrouvé dans une situation très, très particulière parce que ces dirigeants qui ont agi quand même sous une forte pression allaient se trouver mis en cause de façon absolument anormale, se faisaient déjà désigner, et ça allait continuer, ça allait même s'accélérer. Il faut bien vous dire que je ne suis pas non plus dans une bulle, on n'est pas non plus dans une bulle. Comme l'a rappelé Violette Lazare, il y avait les élections européennes. Le vendredi, avant le dimanche des élections européennes, on commence déjà vraiment à réfléchir sur la méthode que nous allons utiliser, qui va être certes une méthode coup de poing. C'est clair, je sais très bien qu'en faisant la conférence de presse que j'ai fait, ça allait foutre le bordel, pardonnez-moi, c'est clair. Mais justement, on a, même si la décision est finalisée dans les derniers moments, on a quand même attendu, il est certain qu'on ne l'aurait pas fait avant les élections européennes, pour éviter de donner quelques points de plus à quelqu'un pour lequel je n'ai pas particulièrement de sympathie. Voilà. Très bien. Madame Lazare, alors on a vu que la question de savoir si c'est le laxisme de l'UMP ou la magouille de l'UMP ou si c'est une magouille de Big Malion, Monsieur Maisonneuve répond c'est plutôt une magouille de l'UMP. Est-ce que vous êtes aussi tranché, vous? Vous voulez dire, est-ce que la société Big Malion a aussi mis de l'argent de côté? C'est ça, en fait, si je résume votre question. C'est ça que vous voulez dire. Elle n'a pas tiré aussi son épingle du jeu. Ah évidemment, mais c'est ce que je disais au départ. La société Big Malion, c'est pas une association à but non lucratif. C'est une société qui est montée pour se faire de l'argent. À la tête de la société Big Malion, on a, je vous le rappelle, Bastien Millot, qui est l'ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé, et Guy Alves, qui est l'ancien chef de cabinet de Jean-François Copé. Donc on a deux personnes qui sont des gens qui ont traîné dans les couloirs de ministères et de mairie pendant plusieurs années. Quand ils montent la société Big Malion, leur but c'est quoi? C'est de travailler avec leurs anciens amis, évidemment, et c'est de se faire de l'argent. Donc, tous les contrats qu'ils vont récolter au départ, c'est d'un côté avec France Télévisions, parce que Millot vient de France Télévisions, et avec l'UMP, parce que tous les deux viennent de l'UMP. Et on voit que sur les factures, ils n'y vont pas avec l'eau de la cuillère, évidemment. On a des factures qui sont totalement... excusez-moi de parler comme ça de vos clients, mais... qui sont complètement... qui sont complètement même loufoques. Enfin, je veux dire, il y a des sites internet à 100 000 euros, des créations de sites internet à 100 000 euros, avec le groupe UMP à l'Assemblée nationale. On a des veilles internet, des contrats de veille internet sur comme ça plusieurs mois qui sont comme plusieurs milliers d'euros. J'ai pas les chiffres là, mais c'est 50 ou 60 000 euros, je crois, pour une veille internet de quelques mois. Bon, c'est des montants qui n'ont... Enfin, je veux dire, si dans toute entreprise qui ferait passer des appels d'offres pour remporter l'entreprise la moins chère, Big Malion n'aurait jamais été choisi. Donc, si ça n'avait pas été les amis de Jean-François Copé... Je ferai une réserve, c'est que les appels d'offres, c'est pour les sociétés commerciales. Oui. Un parti politique, c'est une association,
et donc elle n'est pas obligée de faire des appels d'offres. Donc il n'y a pas de problématique d'appel d'offres. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, Madame Lazare. D'ailleurs, quand je vous dis que les responsables de Pygmalion ont traîné dans les bureaux, dans les couloirs des cabinets ministériels, ils n'ont pas seulement traîné dans les couloirs des cabinets ministériels, ils ont aussi travaillé dans les bureaux des cabinets ministériels. C'est pas tout à fait la même chose. Quand une société commerciale, qu'elle fasse effectivement de l'argent, on peut toujours discuter du prix à l'infini, mais de gagner de l'argent, je pense que dans cette maison, c'est pas un gros mot, je crois. Hein, on est bien d'accord ? Allez-y. D'accord. Donc voilà, donc effectivement, c'est pas une entreprise c'est une société commerciale. Alors est-ce que c'est trop cher, pas assez cher ? L'information judiciaire, elle est là. En tout cas, ce qui est le socle, je dirais, de ce dossier, c'est quand même le financement d'une campagne présidentielle. C'est ça l'essentiel. Après, on peut toujours discuter. C'est trop cher, il y a une marge trop importante. Moi, ce que je sais que c'est en tant que société commerciale, l'événement, en tous les cas, Pygmalion a appliqué une marge qui était équivalente à toutes les autres sociétés événementielles sur la place de Paris. À peu près, mais il doit être meilleur en plus. Bon, voilà. Alors, je précise le propos. Si la société Pygmalion avait dû un jour répondre à des appels d'offres, elle n'aurait jamais été choisie. L'UMP n'a pas besoin de passer des appels d'offres. Non mais attendez, Madame Lazare. Ah oui, ça lui est arrivé puisque Pygmalion travaillait également était intervenu également pour des collectivités locales. Et lorsqu'au-delà d'un certain seuil, lorsque vous travaillez pour une collectivité locale, vous passez par des appels d'offres. Donc que Pygmalion a répondu à des appels d'offres, et il est arrivé, plus souvent que vous ne pensez, que Pygmalion a été retenu dans le cadre de ces appels d'offres. Oui, mais Madame Lazare a quand même raison de dire qu'à la veille de l'élection de Jean-François... Madame Lazare, vous. Non, j'avais la... Vous êtes Madame Lazare, c'est ça. Parce qu'à la veille de l'élection de Jean-François Copé, l'agence qui gère la com et les événements de l'UMP, ce n'est pas Pygmalion, c'est Publicis. Avant que Jean-François Copé prenne la tête de l'UMP, c'est l'agence Publix qui a la majorité des marchés. Mais qui va aussi intervenir pendant la campagne. Et dès que Jean-François... Oui, 2 fois sur 47 sur 2 gros meetings. Oui, 2 fois sur 47 meetings. Bon, balle au centre. Ce qu'on appelle le ping-pong. Bon. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, oui, je vais rebondir grâce à vous, parce que j'avais oublié ce petit détail sur la marge qui est prise par la société Pygmalion pendant les meetings de Nicolas Sarkozy. La marge se situe autour de 35%. 27 en moyenne. On va dire 30. On va dire 27 30. En moyenne. Et elle monte jusqu'à 40%. Moi, je parle d'une moyenne, 27. Voilà. Et elle va la marge s'élève parfois sur certains gros meetings jusqu'à 40%. Et elle peut baisser à 19%, donc en moyenne 27. 19%, c'est arrivé une fois. Voilà. Donc, tout ça pour... Non, mais... Si on résume, la société Pygmalion, elle a pris des marges énormes pendant la campagne de Nicolas Sarkozy sur les meetings, mais ces marges ont été acceptées, l'UMP a accepté de les payer, et après tout, je veux dire, que la société Pygmalion demande une marge énorme et qu'après il y a négociation et qu'il la baisse, pourquoi pas. Là, il n'y a pas eu de négociation, ils ont gardé une marge très importante, ils ont été payés comme ça ne fait pas d'eux des voleurs. Voilà, là-dessus on est d'accord. Enfin. Bon. Alors, peut-être pour sortir un petit peu de ce débat autour de Pygmalion, on va pouvoir élargir un peu autour donc des affaires qui arrivent aujourd'hui en politique. Notamment, donc là, on a vu que Nicolas Sarkozy était revenu en tant que président à l'UMP. Et donc, est-ce que, avec également toutes les affaires de démission de ministres au niveau du PS, etc., est-ce qu'on risque d'avoir de nouvelles affaires de cette ampleur ? J'espère. Ça me donnera du travail. La journaliste, ça l'intéresse parce que ça va lui permettre d'écrire. Moi, ça m'intéresse aussi parce que ça permet de défendre. Donc, on est effectivement, on est un peu d'accord sur ce terrain-là. Mais on ne peut pas anticiper, on ne sait pas effectivement. Bon, je voudrais simplement bien marquer les choses. Jusqu'en 1990, il n'y avait pas de loi sur le financement des partis politiques dans ce pays. Personne ne s'en étonnait, y compris d'ailleurs les journalistes, les observateurs politiques de façon générale. On ne savait pas comment les partis politiques se finançaient, parce qu'il n'y avait pas de loi. Et donc ils se finançaient comme ils pouvaient, donc ça a donné lieu à des financements occultes, ce qu'on appelait des valises, de la corruption à l'international, des bureaux d'études comme Urba, comme Gifco, etc. Donc il y a eu un financement qui se débrouillait. C'est vrai que
les partis de gauche ont plutôt créé des bureaux d'études parce qu'ils se sont aperçus que les entreprises, très naturellement, et les grandes entreprises, très naturellement, finançaient plutôt les partis de droite, mais qui étaient au pouvoir depuis 30 ans, jusqu'en 1981. Donc ils ont créé ces bureaux d'études pour se financer. Ceci étant dit, maintenant, il y a des lois. Il y a une première loi en 90, il y a eu une loi sous Balladur qui a encore restreint effectivement les choses. Enfin, pour être synthétique, il y a une loi sur le financement des partis politiques, il y a une loi sur le financement de toutes les campagnes électorales, quelles qu'elles soient, et par la conséquence, il n'y a plus d'excuses là. Il n'y a plus d'excuses parce que si on transgresse, si on viole la loi, on viole la loi. Et c'est vrai que ça peut paraître assez choquant pour nos concitoyens, que ce soit éventuellement celles ou ceux qui votent la loi, qui proposent au gouvernement, qui votent la loi au Parlement, qui transgressent la loi. Là, il y a quelque chose effectivement qui peut choquer et qui ne peut d'ailleurs, à ce sujet, alimenter certains extrémismes, certains populismes, etc. sur le thème tous pourris. Et là aussi, quand on utilise ce thème tous pourris, il faut bien quand même voir que l'immense majorité de la classe politique de ce pays a un comportement, a une intégrité à peu près. Bon, alors, il y a effectivement des élus, des responsables politiques qui se laissent aller à avoir des comportements qui transgressent. Mais ce n'est pas la majorité, parce qu'il faut faire attention à ça. Et la loi est suffisamment claire. On peut toujours l'améliorer. Lorsque, là, par exemple, l'affaire Pygmalion est sortie, certains se sont interrogés sur le fait de dire est-ce que 21 millions, c'est suffisant pour une campagne présidentielle? Est-ce qu'il ne faut pas la mettre à 30 ou à 50? Mais bon, après, c'est sans fin. Regardez les campagnes électorales aux États-Unis, mais il y a des appels de fonds des entreprises, il y a des financements par les sociétés, ce qui n'est pas possible en France. Le coût des campagnes aux États-Unis par rapport aux campagnes françaises, c'est de 1 à 100, voire de 1 à 1000. Et que risquent ceux qui violent cette loi, par exemple, si on arrive à avoir des preuves selon lesquelles Nicolas Sarkozy était au courant de ces fausses factures, que risque-t-il? Alors, d'abord, moi je veux quand même dire une chose, c'est que d'abord, M. Sarkozy n'est pas mis en examen, il n'est même pas entendu pour l'instant, donc on est dans une phase qui est bien loin de ce que vous nous dites là. Pour tout citoyen qui est condamné, il peut être condamné à la prison. Bon, il peut être condamné, c'est la prison, c'est les amendes. Alors, en ce qui concerne les élus, c'est la problématique de l'inéligibilité. Parce qu'il y a pour les élus, pour les responsables politiques, très souvent, ils doivent vérifier si vous suivez un peu l'actualité, des peines de prison avec sursis, mais qui sont suivies d'une peine complémentaire d'inéligibilité pendant 2 ans, pendant 10 ans. Mais regardez M. Alain Juppé, il avait été condamné dans le cadre du financement, effectivement, sur ce qu'on appelait les faux, les salaires fictifs de la mairie de Paris. Il avait été condamné à 2 ans, même plus par le tribunal et un peu moins par la Cour, enfin, c'est là qu'il était parti au Canada. Bon, voilà, enfin, M. Alain Juppé, finalement, est un très bel exemple, je trouve, en tant qu'avocat pénaliste, de réintégration lorsqu'on a été condamné. Souvent on nous dit, vos clients, ils ne vont pas se réintégrer, ils ne s'intègrent pas, ils sont marginalisés. Là, on a un très bel exemple de réintégration, puisqu'on peut être condamné en correctionnel et être candidat à la présidence de la République. La preuve en est. Hein. Je n'ai pas défendu Alain Juppé, non. J'aimerais ça un peu pour mes camarades de jeu, quand même. Moi, j'avais une question plus pour vous, Madame Lazare. Le fait que Nicolas Sarkozy, donc, comme elle a rappelé Laure, revienne à la présidence de l'UMP avec un score qui était certes pour lui décevant, mais qui reste quand même très bon, est-ce que c'est pas un signe qu'aujourd'hui, l'électorat, finalement, n'accorde presque plus d'importance à ces affaires et finalement, ou du moins les sympathisants n'en veulent pas aux politiciens d'utiliser ce genre de moyens où il y a des doutes sur le financement. Moi, c'est ce que je vous ai dit au début. Si je faisais ce travail par idéologie ou pour défendre des convictions politiques, pour faire gagner un tel ou pour faire perdre un tel, j'arrêterais tout de suite. Parce que je peux vous donner quelques exemples. Hein. Là, par exemple, Nicolas Sarkozy, qui est au cœur de, 5 enquêtes judiciaires, je crois, ou 6 enquêtes judiciaires, qui est réélu triomphalement à la tête de l'UMP. Je vous avais dit que j'avais travaillé sur Jean-Noël Guérini, exclu du PS et réélu triomphalement lors des élections sénatoriales d'il y a quelques semaines, avec non seulement les voix du PS, mais aussi les voix de l'UMP. Voilà. De quoi d'autre on peut parler? Les affaires Tiberi,
peut-être, M. Tibéri, qui a été élu à la mairie du 5e à 4 reprises, malgré l'affaire des faux électeurs. Je crois que je peux continuer comme ça longtemps. Donc si je travaillais pour ne pas faire élire ou pour faire élire quelqu'un, j'arrêterais tout de suite parce que ça marche pas. C'est pas ça le but, moi, de mon travail. De toute façon, c'est très difficile voilà. de mesurer. Donc il n'y a pas de lien entre affaires, élections. Alors, à part certains cas, comme par exemple, oui, l'affaire Cahuzac. Alors voilà, on a eu l'affaire Cahuzac, effectivement, soupçon de compte en Suisse, mensonge, puis révélation, puis démission. Monsieur Cahuzac ne reviendra probablement jamais, et encore. Ah, écoutez, on ne sait jamais, parce que moi j'ai le souvenir quand même de Monsieur Carignon. Tout ce qu'on se dit ici a été rendu public, il n'y a pas aucun secret. Hein. Monsieur Carignon avait été condamné il y a des années à 4 ans de prison ferme pour corruption, et Monsieur Carignon est revenu dans l'entourage du pouvoir il y a quelques années. Il envisage de présenter les élections, etc. Donc tout est possible. Hein. Dans notre pays, il y a quand même une forte amnésie par rapport à cela. On ne sait pas véritablement, on ne sait pas mesurer quel peut être l'impact sur le citoyen, sur l'opinion publique, sur l'électeur des affaires politico-judiciaires. Ceci étant dit, ce ne sont pas les citoyens, ce n'est pas l'opinion publique qui va trancher sur le plan judiciaire, ce sont des juges qui... c'est la mission, lorsqu'il y a une transgression, lorsqu'il y a un non-respect de la loi. On ne va pas faire un référendum pour savoir s'il doit être éligible. Il est clair qu'un responsable politique, ça dépend du degré d'implication, mais si c'est pour le compte de son parti, il n'y aura pas de problème, je pense, d'incidence véritablement sur le plan politique. Je ne crois pas trop. Mais encore une fois, on rentre dans la mission du juge, ce n'est pas la mission de l'opinion publique. Ce n'est pas la mission du citoyen de tailler et de trancher cette question-là. Voilà. Et ce panorama, il est quand même typiquement français. Quand on regarde à l'étranger, le travail des journalistes d'investigation, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, dès qu'il y a des affaires qui sont déterrées, dès qu'il commence même à y avoir des soupçons, ça y est en général. Alors peut-être que c'est trop dans l'autre sens, hein, c'est poussé à l'extrême dans l'autre sens, mais immédiatement... soupçon, démission, et que la justice ensuite condamne ou pas. Donc c'est vraiment peut-être un peu une exception française. Ce qui commence à être de plus en plus le cas, parce que vous constatez aujourd'hui qu'en cas de mise en cause, même pas d'ailleurs de mise en examen, il y a aujourd'hui des démissions. C'est arrivé encore, merci, c'est arrivé encore dernièrement avec un secrétaire d'État aux anciens combattants qui n'est pas mis en examen dans le dossier qui concerne son cousin, son époux, etc., qui a simplement été mis en cause, une perquisition dans son ministère, mais il a quitté le gouvernement. Il y a 10 ans, le feuilleton aurait duré un peu plus longtemps. Hein. C'est un peu l'effet Cahuzac, je crois, quand même. Enfin, il y a quand même un avant et après l'affaire Cahuzac. Oui. Je pense que ça va vraiment créer un précédent. Et vous ne pensez pas quand même qu'avec toutes ces affaires, il y a un certain discrédit de la politique ? Ça ne gêne pas du tout. Non, je dirais que c'est pas seulement les affaires. Je disais tout à l'heure, il fallait éviter tout le thème touche pourri à partir d'une affaire, parce que ce n'est pas vrai. Je crois que le discrédit politique, il est plus fort pour des raisons purement politiques, de crédit, d'engagement de la parole donnée, le décalage qu'il peut y avoir entre des campagnes électorales et ce qui se fait lorsque l'on exerce le pouvoir. Je crois que le crédit des politiques, il est plus là que lié aux affaires proprement dites. Elles ont leur rôle, c'est clair, mais il ne me paraît pas déterminant. D'accord. Donc on a bien compris que DSK peut revenir. Ah, mais je crois que tout le monde en politique peut revenir là-dessus. Et d'ailleurs, Monsieur DSK, il a été, en ce qui concerne l'affaire des États-Unis, il a été mis hors de cause. Il a encore une affaire devant lui. Il sera peut-être relaxé par le tribunal de Lille. Et s'il est relaxé 2 fois, alors le comeback, peut-être. Bon, je crois que cette conférence va toucher à sa fin, puisqu'on nous dit qu'on va falloir laisser la place aux questions du public, qui sont nombreuses. Juste pour finir, alors est-ce que Jérôme Lavrieux a été le Jérôme Kerviel du scandale Big Malion ? C'est-à-dire qu'il a pris, alors que M. Sarkozy est peut-être coupable, enfin votre sentiment là-dessus, ou Jean-François Copé était-il au courant ? Moi, je m'en tiendrai aux déclarations publiques de M. Lavrieux, qui au jour d'aujourd'hui n'est pas mis en examen à ma connaissance d'ailleurs.
Pas encore, mais je prendrai cette déclaration publique qui sont intervenus le soir. Moi, j'ai fait une conférence de presse à 17h et il s'est exprimé chez Madame Rudel-Krief à 19h. Et il a dit ce qu'a écrit d'ailleurs Madame Lazare, quelque temps, qui avait déjà écrit dans ses articles de presse et qui écrit dans son livre. Jérôme Lavrieux a dit voilà, c'est exact, ça s'est passé comme ça, on a maquillé les comptes de campagne en faisant prendre en charge. Il a dit la même chose. Et il a rajouté une deuxième chose, il a dit deux autres choses. Il a dit que selon lui, ni Nicolas Sarkozy, ni Jean-François Copé n'étaient intervenus dans ce processus. Mais il a dit une troisième chose, c'est que c'était un train qui s'était emballé et qu'il n'était pas le seul dans le wagon de ce train. Voilà, donc il n'était pas seul. Et ceci étant dit, pour une simple question de bon sens, vous pouvez imaginer un seul instant qu'un seul homme, du côté de M. Lavrieux, avait à la fois la casquette de directeur de cabinet de M. Copé à l'UMP et de directeur adjoint de la campagne du candidat. Est-ce qu'on peut penser raisonnablement, c'est une question de bon sens, qu'un seul homme, seul, ait décidé un dépassement de campagne avec les risques que cela comporte de 20 millions d'euros? Très bien. Moi, sur cette question, je ne sais pas trop le terme Jérôme Kerviel, parce que je ne sais pas si on sait exactement ce que Jérôme Kerviel a fait, a dit, avec quelle complicité. Mais en tout cas, dans le cadre du dossier Bigmalion et Jérôme Lavrieux, oui, je rejoins un petit peu ce que vous dites. C'est-à-dire, il n'a pas pu le décider tout seul. C'est impossible. En revanche, je serais peut-être un petit peu plus dubitative quand il dit qu'il n'a prévenu aucun des deux chefs pour lesquels il travaillait, à savoir M. Copé et M. Sarkozy. Voilà, on peut simplement s'interroger, est-ce qu'il a décidé de prendre cette responsabilité tout seul? C'est quand même une responsabilité quand même absolument énorme. Oui, maintenant il dit non, mais il est... Bon, M. Lavrieux il parle, il dit pas toujours exactement la même chose, donc il a même été jusqu'à dire que finalement, ce soir-là, sur BFM TV, ce qu'il avait fait, c'était pas vraiment des aveux, d'ailleurs, il les qualifiait plus, il savait plus trop comment les qualifier, enfin, en tout cas, c'était pas des aveux, et puis finalement, il avait rien à se reprocher, parce qu'il avait simplement été au courant, mais il n'avait pas décidé. Donc, bon, ces déclarations sont un peu à géométrie variable, donc je pense qu'il faut attendre. Effectivement, il n'est pas encore mis en examen. Il y a quand même des très fortes chances qu'il le soit, et attendons. Mais à part les responsables, enfin une partie d'ailleurs des responsables de Bigmalion qui ont dit des choses qui sont exprimées, du côté des politiques, mais ça peut être des cadres politiques, des cadres de l'UMP, de la campagne, etc., personne ne savait rien. Donc on est sorti d'une affaire judiciaire, on a basculé dans une affaire de santé publique où il y a une épidémie d'amnésie, de troubles de la mémoire, et donc je pense qu'il faut que ce soit les médecins qui s'en occupent à ce stade-là. Moi. Très bien. Alors les questions au public maintenant. Yanis. C'est une question pour Madame Lazare, puisque je pense que dans ce type d'affaires, vous devez recevoir pas mal d'aide, on va dire, de personnalités politiques, dont certaines qui peuvent être malveillantes envers, par exemple, Jean-François Copé ou Nicolas Sarkozy. Et comment vous faites pour, on va dire, pour trier vos sources selon leurs intentions, et après pour vérifier les informations qu'elles vous donnent? Oui, alors évidemment, dans ce genre d'affaires, quand on est journaliste, on est manipulé. Ça, c'est évident. Après, moi, ce que je dis toujours, même si ça peut paraître un peu une formule, mais moi, je me dis, plus on est manipulé, c'est-à-dire il y a plus de gens qui nous manipulent, et moins on l'est finalement. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut étendre le spectre de la manipulation, aller voir de tous les côtés, ennemis, amis, etc. Et il en ressortira quelque chose d'à peu près vérifiable, vérifié et authentique. Donc ça, moi, c'est la façon dont je travaille. Donc quand je commence à enquêter sur ce genre d'affaires, je vois un maximum de personnes, en fait. Je multiplie les sources, parfois même trop, mais finalement, c'est jamais trop. C'est bien de faire comme ça permet d'avoir un maximum d'informations et ensuite pouvoir les confronter. Alors après, c'est sûr que selon la personne dans ce genre d'affaires, selon la personne qui me donne une information, je vais la vérifier. Je vais tout le temps la vérifier, mais je vais la vérifier une fois ou je vais la vérifier 10 fois. Alors après, là, c'est un peu compliqué de vous donner des exemples parce que ça reviendrait à vous donner mes sources, ce que je ne peux pas faire. Mais
On m'a dit énormément de choses dans cette affaire. Je pense que j'en ai publié, je sais pas, un quart peut-être. Voilà, c'est pour vous donner une idée de toutes les informations qu'on ne peut pas vérifier et qu'on ne peut pas se permettre de publier, sinon on perd toute notre crédibilité. Donc c'est vraiment à la fois très difficile parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui ne sont pas vérifiables, et à la fois ces affaires-là, elles ont un petit côté facile, c'est qu'en politique, chaque élu a 10 ennemis, 20 ennemis, 50 ennemis. Et quand on est journaliste, on aime beaucoup ça, les vengeances, parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais les informations, on les a énormément comme ça. Donc ça permet aussi d'avoir des informations. Maître Maisonneuve, moi j'aurais une question pour vous. Vous êtes spécialisé dans des affaires hautement médiatiques. Vous avez souvent défendu des gens qui étaient difficilement défendables. Moi je voulais savoir qu'est-ce qui vous motivait à défendre ces personnes-là et comment ça se traduit. Alors, motivé, oui, moi j'ai toujours voulu exercer, faire du pénal, mais la défense pénale, c'est pas seulement des gens qui sont connus ou qui sont médiatiques. D'ailleurs, le côté médiatique, c'est la presse qui se charge de la médiatisation. L'avocat peut toujours prendre des initiatives, je le sais. Mais ceci étant dit, c'est plutôt la défense pénale. D'épouser ce métier de défense qui est finalement de porter la parole de quelqu'un qui souvent est totalement désigné, accablé, isolé, parce que lorsque vous êtes, et notamment publiquement, lorsque vous êtes mis en cause, c'est aussi tout votre entourage qui en subit les conséquences, qui peut s'éloigner de vous, et donc c'est un moment de grande solitude lorsque cela vous arrive. Et donc l'avocat de la défense, il est là pour ça, à ce moment-là, pour vous assister, pour porter votre parole, parce qu'il y a une véritable difficulté d'expression. C'est propre même de l'existence de l'avocat, une difficulté d'expression par soi-même. Vous savez, des pays où il n'y a pas de démocratie, dictature, il n'y a ni avocat, ni journaliste. Donc c'est ça un peu qui me motive. Mais ce n'est pas par rapport à l'aspect médiatique. Mais c'est vrai aussi que du fait de la médiatisation des événements judiciaires, il faut bien avoir conscience que le temps judiciaire, ce n'est pas le temps médiatique. Le temps judiciaire, c'est à partir du moment où une affaire commence, elle va mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour se terminer. Vous pouvez vérifier que sur, et notamment des chaînes info, etc., c'est l'information immédiate. C'est la course à l'information. C'est au premier qui va sortir là. Ce qui fait que celui que vous allez défendre, qui n'est peut-être même pas encore mis en examen, mais qui est simplement mis en cause, il risque de se trouver, et souvent son nom va être cité dans la presse, qui va donc se trouver désigné et accusé, et par conséquent, ce que je disais tout à l'heure, je le répète, moi je revendique tout à fait le droit de le défendre, ça intègre totalement ma mission de défense, le droit de le défendre devant l'opinion publique, s'il est mis en cause devant l'opinion publique. On a le vrai problème par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple, quelque chose qui n'existait pas avant, et là je repartirai sur le terrain du droit commun dans des affaires criminelles, donc des affaires criminelles de droit commun, assassinat ou meurtre par exemple. Il y a des chaînes d'infos qui arrivent très vite sur les lieux, et il y a des gens qui sont témoins de rien, mais qui veulent être tellement témoins à la télévision, qu'ils deviennent témoins tout court, et on vérifie après, dans les semaines et les mois qui suivent sur le terrain judiciaire, qu'ils n'ont jamais été témoins. Donc ça a aussi des effets pervers sur la bonne marche des enquêtes policières ou des informations judiciaires. Il y a un vrai trop-plein, je pense, de l'information sur le terrain judiciaire. Quand vous prenez des journaux de 20 heures, je parle pas pour la presse écrite, parce que la presse écrite, l'analyser, c'est un peu plus, bon, à part les prises de bref. Je parle de tout ce qui est télé-radio. Il y a une information qui est constante. Souvent, vous prenez des journaux le soir, je dirais que la chose judiciaire va être très très régulièrement traitée, beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est bon. Bonsoir, j'ai une question pour Madame Lazare. J'aimerais savoir si vous aviez travaillé pour Le Figaro, est-ce que vous auriez pu mener une telle enquête et aller jusqu'au bout? Bonne question. Alors, je sais pas, je travaille pas au Figaro. Non, mais honnêtement, c'est pas pour faire une pirouette. J'en sais rien, je travaille pas au Figaro. Ce qu'on peut constater, là, c'est un petit peu en train de changer, mais que
Alors, c'est depuis, on va dire, je sais pas, l'affaire Bettencourt, elle date de quand? Elle date de 2008, je crois, été 2008. Je pense qu'entre l'été 2008 et il y a un an à peu près, il y a dû y avoir 2-3 articles sur l'affaire Bettencourt dans le Figaro. D'accord. Et donc, est-ce que Libération vous aurez laissé faire la même enquête sur une personnalité de gauche, sur un parti de gauche? Du coup, non. Alors du coup, faites une recherche dans Libération sur l'affaire Cahuzac. Et vous verrez que... voilà. Mais malheureusement, Libération, ils ne chaînent pas, quoi. Donc voilà, c'est tout. Il vaut mieux que ce soit Maître Maisonneuve qui vous cogne, moi, ce ne sera pas crédible. C'est clair, donc voilà. Non, on n'a pas la même façon de traiter les affaires. Dans le Figaro, il y a clairement, il y a eu clairement, mais ça a même été dénoncé par la Société des journalistes du Figaro publiquement. Il y a les textes qui se trouvent sur Internet. L'impossibilité de traiter les affaires concernant la droite. C'est une vraie impossibilité. C'est une vraie ligne éditoriale pour le coup. Et nous, à Libération, on est peut-être un peu suicidaires, hein, mais on tape sur la gauche sans aucun problème, pour parler simplement. Ça, c'est exact. Et quand moi je défendais effectivement des gens de gauche, les plus en pointe, c'était Le Monde et Libération à l'époque, je m'en rappelle très bien. Mais il peut y avoir des problèmes spécifiques. Vous savez, vous avez peut-être vu dans la presse la mise en cause de M. Dassault, ancien maire d'Évry-Corbeil, sur l'achat des électeurs. Compte tenu du lien capitalistique qui existe entre le Figaro et Dassault, c'est très compliqué pour le Figaro, pour les journalistes probablement, d'aller traiter l'affaire judiciaire d'Assaut. Parce que là, on est véritablement en prise directe, voire même dans une sorte de presque conflit d'intérêts. Mais ça, c'est ce genre de sujet, ça crée évidemment des débats. Moi, quand je suis arrivée à Libé, c'était il y a 3 ans, je suis arrivée une semaine après, l'affaire du Carlton commençait. Comme je faisais les affaires, c'est moi qui m'en suis chargée. Donc Carlton, très vite, le nom de DSK est apparu dans la procédure. Très rapidement, j'ai enquêté dessus. Et un mois après, j'ai sorti les fameux SMS de DSK. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il envoyait à toutes ces... Bon. On sort un peu du domaine politico-judiciaire, mais comme ça concernait un homme politique, c'était le département enquête-investigation dont je fais partie qui s'occupait de cette affaire. Donc on a sorti ces SMS. Et il y a eu un débat au sein du journal. Vraiment, il y en avait qui étaient là, mais nous, on est Libé, on va pas sortir ça sur DSK. Il y a cette voix-là aussi au sein de Libé. On est Libé, qu'est-ce qu'on va travailler sur DSK, qu'est-ce qu'on va sortir, des choses comme ça. Et je sais qu'au niveau de la classe politique, à gauche, ça a pas mal choqué aussi. Et au niveau des directeurs de la rédaction de Libé, ils étaient interpellés. Mais pourquoi vous avez sorti ça? Vous êtes à gauche, vous n'avez pas à sortir des choses comme ça. Donc ça crée du débat. Mais le résultat... Si je me permets, c'est que vous tapez sur les personnalités, Jérôme Cahuzac et DSK sont des personnalités de gauche. Tandis que vous tapez sur un appareil de droite. C'est quand même différent, non? Mais c'est parce que l'affaire concerne un appareil de droite et ne concerne pas une personnalité. C'est pas nous qui créons l'affaire, c'est ça qu'il faut comprendre. L'affaire, elle est là, elle existe en dehors de nous. L'affaire Big Malion, je l'ai pas créée. Voilà. Donc là, ça concerne un parti politique. Si demain, on me donne des fausses factures concernant la campagne de François Hollande et qui met en cause tout l'appareil décisionnaire du PS, je sortirai l'affaire et ça mettra en cause tout le PS. Il faut espérer qu'elle les ait pas. Et à Libération, il y aura un énorme débat. Ça va être la révolution à l'intérieur du journal. Tout le monde va dire mais pourquoi? Est-ce qu'on les sort? Est-ce qu'on les sort pas? Elles finiront par sortir. Elles sortiront et il y aura un débat après. Plus exactement. Alors attention parce qu'on a l'impression que vous annoncez quelque chose là. Hein? Non, tout va bien. Je ne travaille pas en ce moment. Tout va bien. Bonsoir. J'aurais une question pour mademoiselle Lazare. Donc en France, dans un pays comme le nôtre, lorsqu'on fait un travail comme le vôtre qui a des enjeux énormes, est-ce qu'on pourrait se sentir menacé? Oui. Alors, moi, non. Enfin, j'ai jamais été menacée directement, sauf des insultes... voilà, je suis insultée sur Twitter, je suis insultée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je reçois des lettres. Je souffle parce que c'est pas très important. Il y a des lettres de menaces qui arrivent à Libé, mais c'est vraiment c'est grossier, c'est pas circonstancié, c'est pas. En tout cas, il y a rien qui me fait peur.
Voilà, il n'y a rien qui soit que je juge suffisamment sérieux pour avoir peur. Mais j'ai certains de mes confrères, 2 confrères du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, dont vous avez évidemment entendu parler, qui, alors tous les deux, ou un des deux, je ne sais plus, a reçu à son domicile une lettre avec une balle, une douille à l'intérieur, je crois. Donc ça peut arriver. Moi, ça ne m'est pas arrivé, ça leur est arrivé. Ils travaillent sur toutes les affaires concernant Nicolas Sarkozy et ils sont aujourd'hui, je crois, protégés. Alors je ne sais pas s'ils sont protégés toute la journée. Voilà, ils sont protégés. Donc oui, ça existe. Les menaces en France aujourd'hui, ça existe. Voilà. D'ailleurs, la protection policière a le mérite de bien les surveiller, Marc. D'autres questions ? Moi, j'ai une question pour Maître Maisonneuve concernant votre conférence de presse à la veille juste avant la déclaration avec Routel Krief, avec Monsieur Lavrieux, concernant votre stratégie de communication, étant donné que vous étiez le défendeur du dossier de Big Malion. Comment vous gérez cette stratégie de com et quels sont vos influenceurs? Est-ce que vous êtes maître? C'est votre cœur de métier, c'est le droit. Est-ce que vous avez des relations publiques? Est-ce que vous avez de la gestion de relations publiques? Et comment vous avez géré justement cette conférence médiatique? Parce qu'il y a eu un bouleversement médiatique juste après ça. On a pu parler... il y a eu un bouleversement après votre conférence de presse. Donc vous l'avez très bien géré. Et justement, comment vous avez bien géré cette conférence de presse? Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que à l'heure d'une médiatisation, je dirais, des affaires, moi, j'intègre tout à fait l'aspect communication. Il y a d'ailleurs aujourd'hui des cabinets, des sociétés de communication de crise. Ça existe, ça s'est développé ces dernières années auxquelles les sociétés font appel. Ça, c'est la première chose. Donc, le terrain, je dirais, judiciaire n'est pas stricto sensu enserré dans les murs du palais de justice, mais va se retrouver également sur la place publique. Après, c'est une question de stratégie. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous savons du côté de Big Malion dans les jours qui précèdent cette conférence de presse? Nous savons que l'UMP a déposé une plainte pour abus de confiance. L'abus de confiance, il vise qui? Il vise la société Big Malion. Le lendemain de la conférence de presse, le lendemain de la conférence de presse, il y a un bureau politique de l'UMP et on a quand même des informations selon lesquelles, eh bien, tout le monde va s'éloigner de ses propres responsabilités et tout mettre sur le dos de la société Big Malion. Si on laisse faire, je dirais l'article qui sort déjà quelques jours auparavant par Libération, si on laisse faire, on va mettre des jours, voire des semaines à rétro-pédaler et à se faire entendre. Donc il faut que je les prenne de vitesse. Et pour les prendre de vitesse, c'est pas un communiqué de presse, c'est une conférence de presse. Parce qu'à partir du moment où vous tapez très fort sur le terrain de l'opinion publique, sur une information qui est importante, puisqu'elle met à la fois en cause le fonctionnement d'un parti politique majeur et un candidat, ancien président de la République, vous arrivez à une sorte d'état de sidération de celles et de ceux qui étaient prêts à vous appuyer sur la tête dans les heures qui ont suivi. Ça a énormément marqué, ça a figé les choses, il y a eu un effet de surprise. Donc c'est vrai que c'est une vraie stratégie de communication qui a été mise en place à ce moment-là, parce qu'on allait s'attaquer à quelque chose de très lourd, de très dur, donc il fallait aller, parce qu'on était plus petits, donc il fallait aller plus vite et très fort. C'est exactement le choix qui a été fait à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour un avocat, et j'ai eu quelques reproches, j'ai eu quelques commentaires de certains avocats qui ont dit qu'effectivement, de prendre l'initiative de mettre en cause moi-même mes propres clients avec l'accord de mes clients, parce que je les mets eux aussi en cause, n'étaient pas d'une orthodoxie absolument évidente. Je crois qu'il y a l'avocat Gilbert Collard qui s'était prononcé sur ce point, m'a posé la question, j'ai simplement répondu que je ne savais pas que M. Collard connaissait le mot déontologie. Mais cette stratégie de communication, je l'assume totalement. Elle peut être discutée. Vous avez des avocats qui vont faire le choix de se taire, absolument, totalement, qui vont attendre. Mais le problème que j'ai, moi, c'est une opinion que je partage avec moi-même, c'est que justement par rapport à ce temps d'enquête, ce temps judiciaire et ce temps médiatique, on n'est pas dans le même rythme. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais attendre 6 mois, 1 an pour que la vérité
fasse jour, qu'on puisse être entendu par les services de police. Les services de police n'avaient pas encore entendu les gens de Malion. Si ça avait été fait, peut-être que je n'aurais pas fait la conférence de presse, c'est possible. Vous savez, il y a eu un drôle de timing. Hein. J'ai fait la conférence de presse à 17h. À 17h30, les perquisitions commençaient. C'est bon. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui se serait passé du coup si l'UMP avait été élu? Si Nicolas Sarkozy avait été élu, alors là, pour refaire l'histoire, c'est un peu... Ah, ça, c'est un scénario complètement... Ça, c'est un scénario de film. Moi, je me le suis fait plusieurs fois dans la tête. Imaginez la bombe qu'avaient dans leurs mains les dirigeants de la société Big Malion. Imaginez. Ils avaient une bombe contre le président de la République. Il y a deux solutions. D'ailleurs, votre question est tout à fait pertinente, parce que finalement, celui qui est... pour l'hypothèse que tout cela se passe en connaissance de cause, et même si c'est simplement son entourage qui est mis en cause, prenons simplement cette hypothèse, c'est sacrément exposé celui qui risque d'être élu. Parce qu'imaginons que la société en cause, eh bien, il y a à sa tête des vrais voyous et des vrais bandits, ils ont un moyen de pression, dans l'hypothèse d'une élection, un moyen de pression considérable sur le président de la République s'il avait été élu. Ça, je suis d'accord avec Violette Lazare. Hein. Donc là, on aurait été dans un... Peut-être qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui. Peut-être. Ou peut-être qu'on en parlerait encore plus. On peut imaginer que si Nicolas Sarkozy avait été élu, Jérôme Lavrieux en aurait peut-être parlé à Jean-François Copé à ce moment-là, et que Jean-François Copé avait un moyen de pression sur Nicolas Sarkozy qui l'aurait fait devenir, je sais pas moi, Premier ministre. Après, on peut élaborer tous les scénarios possibles. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Violette Lazare et Patrick Maisonneuve d'être venus partager avec nous votre vision sur cette affaire.